Ce podcast est proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Retrouvez-nous sur jinkyo.com et échangeons sur Facebook et Twitter. J'ai été surpris en découvrant le monde de la presse de temps en temps du faible lien qu'il pouvait y avoir entre les médias et leurs lecteurs. Le lecteur déjà a très peu de part de décision dans les médias, que ce soit dans la partie éditoriale ou dans la partie actionnariale. Et souvent, en fait, se pose beaucoup de questions. Je pense qu'une grosse partie du manque de confiance aujourd'hui entre médias et citoyens vient en fait du manque d'information et du manque d'accès à l'information. Salut à toutes et salut à tous, salut Élise. Salut. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir un entrepreneur qui a créé un média, un profil d'autant plus intéressant qu'il n'est pas journaliste à l'origine. Bonjour Florent Guignard. Bonjour. Tu es le cofondateur du journal Le Dranche, un drôle de nom qui mêle en une syllabe la droite, le centre et la gauche. Alors de quoi s'agit-il, vous demandez-vous ? Démissionnez de votre mandat à Marseille et nous faisons devant le peuple marseillais une vraie campagne électorale. Tapis contre Le Pen, l'avocat de la bande des quatre contre l'avocat du peuple français. Et nous allons bien voir qui va gagner. Alors le mais face ça, à face, vous il ne est le là, ferez pour pas. l'instant, vous êtes là mais face vous à ne le face. ferez pas, monsieur Tapie, parce que vous êtes un hableur, vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. Mais c'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que Non, mais vous arrivez. soyez poli, mais monsieur. je peux pas être vous poli êtes avec sorti des vous. bas-fonds, on le sait, oui, vous soyez poli. Oui. Vous avez dû apprendre à parler. La depuis seule que vous êtes différence, sorti. c'est Alors, on vient d'entendre un débat politique qui a eu lieu en 1989, historique que tout le monde a gardé en mémoire. Donc, quand on pense débat, en général, on pense à ça. On pense débat politique, on pense de fortes personnalités qui s'invectivent de manière très forte. Alors, Le Dranche, c'est un média de débat. Est-ce que c'est ça ? Alors, c'est exactement l'opposé de ça. Et c'est d'ailleurs assez triste qu'en fait, on ait tous intégré dans nos inconscients qu'un débat, c'est ça. On a tous cette image effectivement du débat télé où en fait les gens se coupent la parole, s'interrompent, se crient dessus, et c'est très triste que en fait le mot débat soit devenu ça. Pour nous justement, un débat en fait c'est l'opposé de ça. C'est pas un spectacle, c'est pas un combat de gladiateurs. Surtout quand on parle de choses aussi importantes que la politique ou que la démocratie ou que l'avenir de notre pays, on pense qu'en fait un débat ça doit être d'abord fait pour le lecteur dans notre cas ou pour le téléspectateur dans le cas de la télé. Alors, Le Dranche, justement, c'est quoi ? Alors Le Dranche, en fait, c'est un journal donc de débat, qui n'est pas ça. C'est un journal où, en fait, pour chaque sujet d'actualité, vous allez trouver 3 étapes de lecture. Première étape, un contexte, une mise en contexte, de quoi on parle, c'est quoi la définition, pourquoi ça fait débat en ce moment, comprendre le sujet. Deuxième étape, on va chercher 2 personnes qui sont légitimes, compétentes et engagées. Une qui va défendre le pour, l'autre qui va défendre le contre. Le but, c'est que le lecteur, en lisant les arguments du pour et du contre, puisse se forger sa propre opinion. Troisième étape, c'est pour aller plus loin. Qu'est-ce que j'en garde ? Avec quoi je repars dans ma vie ? Qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin, pour m'engager, pour être un citoyen actif ou si le sujet m'intéresse ? L'histoire de votre... Donc, c'est un journal qui... Quelle périodicité ? Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de l'entreprise qui porte ce journal ? Alors, la régularité a pas mal changé et elle est différente sur le web et sur le papier. Pour l'histoire, tout vient en fait c'est une petite anecdote, mais qu'on raconte assez souvent, qui est assez révélatrice, qui était, à l'époque, on avait lu un sondage sur le gaz de schiste, il y a un peu plus de 4 ans, et on posait la question aux Français, est-ce que vous êtes pour ou contre le gaz de schiste ? Il y avait 80% de contre, il y avait 15% de pour, et il y avait 5% sans opinion. Ce qui est très intéressant, c'est que dans ce sondage, il y avait une deuxième question, qui était, est-ce que vous vous sentez capable d'expliquer ce que c'est ? Et là, il n'y avait que 14% des gens qui répondaient oui. Ça, c'est très intéressant parce que ça nous a vraiment posé la question de comment est-ce qu'on se forge une opinion et finalement, au quotidien, est-ce qu'on prend le temps de se forger une opinion et de se poser, de reconnaître qu'on ne sait pas, d'aller chercher des arguments, de se faire une opinion. De fait, c'était très compliqué, c'est-à-dire que soit on achète Libé et Le Figaro tous les jours, ce qu'on ne fait pas, soit effectivement en fait on survole tout un tas de sujets et on se fait une opinion qui est plus un a priori en fait qu'une opinion, ce qui donne ce type de sondage. Le test, on peut le faire sur plein de trucs. Une deuxième petite anecdote, on a fait beaucoup le test où on demandait vous pouvez faire le test, vous demandez est-ce que vous êtes pour ou contre l'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne. Les gens en général vont se prononcer pour ou contre, or la Bulgarie fait déjà partie de l'Union européenne. Et ce truc-là marche plein de fois. Et donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est difficile de se faire une opinion, reconnaissons-le. On va aider les gens à se forger leur propre opinion.
Le problème, c'est que récemment, les algorithmes personnalisés des réseaux sociaux, notamment Facebook, YouTube, Google, en fait, ont tendance à nous pousser du contenu qu'on va liker, donc le contenu qui est déjà d'accord avec nos opinions, et à masquer celui qu'on ne va pas liker. Ce qui fait qu'en fait, au bout d'un moment, on va avoir l'impression de voir passer plein d'articles du monde entier, mais on ne verra que les articles qui pensent déjà comme nous. C'est ce qu'on appelait les bulles d'opinion ou bulles de filtre. Et c'est là qu'est venu notre deuxième impact, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en mettant le pour et le contre sur la même page, de manière argumentée, de manière défendue par des personnes qui sont légitimes, il y a beaucoup de gens qui nous disaient « Bon, j'ai pas changé d'avis, j'avais pas forcément envie d'en changer d'ailleurs, mais je comprends mieux ce qu'ils disent. J'avais jamais vu les choses sous cet angle-là, etc. » Et là, en fait, on va jouer sur lutter contre ces fameuses bulles de filtre, aider les gens à mieux comprendre les personnes qui pensent différemment. Et ça, c'est crucial parce que on peut avoir la certitude ou la quasi-certitude qu'on sera jamais tous d'accord sur tout. Par contre, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on arrive à vivre de manière apaisée dans une société avec des gens qui pensent différemment. Alors, tu faisais référence à la présentation sur le papier. Donc, parle-nous un peu de ce journal papier que vous avez lancé en 2015. C'est ça. Alors, on a lancé le site web en 2015, on a lancé le journal papier en 2016. D'accord. Pourquoi le papier ? Alors, ça peut paraître complètement rétrograde aujourd'hui. En fait, on a lancé d'abord le site web en 2015 et ça a pas mal fonctionné, mais il y avait deux problèmes avec ça. Le premier, c'est qu'on n'avait pas de modèle économique associé, ce qui est quand même un vrai problème quand on veut créer une entreprise. Le deuxième, c'est qu'en fait, ça ne touchait que des gens qui étaient déjà dans une démarche de s'intéresser à l'actualité ou de challenger leur opinion. Et c'est pour ça qu'en fait, on s'est dit, quel est le meilleur moyen d'aller toucher ceux qui ne s'intéressent pas encore à ces sujets-là ? Et c'était une version papier gratuite, donc c'est ce qui nous a poussé dans ce choix-là. Aujourd'hui, donc, on a notre version papier qui sort tous les mois. On tire à 140 000 exemplaires maintenant. Et elle est distribuée gratuitement dans les facs, universités, enfin sur tous les lieux étudiants, puisque c'est l'âge en fait où on devient citoyen, où on va être appelé à voter pour la première fois, souvent à s'engager, où on aime bien aussi challenger nos opinions. Ça, c'est votre public cible. Ça, c'est notre public naturel. C'est-à-dire, c'est l'âge, en fait, c'est les gens qui en ont le plus besoin et c'est les gens qui apprécient le plus le concept. 18-25, du coup 18-25, exactement. Et donc, en fait, ces gens-là, on va les toucher grâce à une version papier qui est jolie ou dans laquelle il y a de la couleur, dans laquelle il y a des contenus aussi humoristiques. Et en fait, c'est des gens qui, naturellement, ne seraient pas forcément intéressés à des sujets complexes de société, mais qui vont prendre le journal parce qu'ils ont un cours pas très intéressant, qu'ils ont une heure à perdre et qui, petit à petit, vont venir à s'intéresser. Un des très bons exemples qu'on avait fait, c'était un débat sur la hausse de la CSG, qui est quand même un des sujets les moins sexy qu'on puisse faire. Et en fait, on a eu énormément de retours d'étudiants qui nous disent « Ah, mais c'est trop bien, déjà j'ai compris ce qu'était la CSG, j'avais plein de fois entendu le mot, je savais pas ce que c'était. » En fait, c'est un vrai débat de société. C'est des gens qui seraient jamais sur Internet, typiquement, qui n'auraient jamais fait une recherche, qui seraient jamais venus sur notre site lire ce type de débat. Et qui ne seraient pas tombés sur ce sujet-là non Exactement. plus, à cause des bulles de filtre. Tout à fait. Donc, il fait combien de pages ? Alors, c'est entre 20 et 24 pages, donc tous les mois, et dans lequel on a au moins 3 à 4 sujets de débat. Et comment vous choisissez les sujets ? Alors ça, c'est une très bonne question. Vous avez dit quelque chose au début qui est, à la base, on n'est pas journaliste. Quand on a lancé le journal, on se sentait pas légitime. Toi, tu es ingénieur, c'est ça ? C'est ça. Les deux cofondateurs, on est ingénieurs de formation. On s'est toujours intéressé à l'actualité, à l'histoire, au débat de société. Mais effectivement, on se sentait pas légitime pour faire tout un tas de choses et notamment choisir les sujets. Du coup, la réponse qu'on a trouvée, c'est on a fait appel à nos lecteurs, nos premiers lecteurs, qu'on n'en avait pas encore beaucoup. Et on a fait un comité de rédaction des lecteurs auquel on pose les questions tous les mois de c'est quoi les sujets de débat que vous aimeriez voir traités, c'est quoi les sujets qui vous intéressent. N'importe qui peut proposer les sujets, ils votent, et les sujets qui sont le plus traités, nous on s'engage à les traiter dans le journal. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Antoine, je suis ravi de vous accueillir dans ce premier épisode de Drancher la poire en deux, le podcast du journal Le Dranche. Ce podcast vous propose de débattre de manière claire, audible et apaisée de sujets qui parfois divisent la société. Donc là, il s'agit du podcast du Dranche. Nous, ce qu'on va faire là maintenant, c'est rentrer un peu dans le Dranche l'entreprise. Une chose qui est particulièrement intéressante, c'est que vous avez choisi le statut, enfin le label d'économie sociale et solidaire. Pourquoi vous avez fait ce choix et tout simplement, est-ce qu'il y a beaucoup de médias qui ont aussi fait ce choix ? Alors, il n'y en a pas beaucoup. Parce que c'est un statut qui est relativement récent. Et ça, c'est la loi Hamon, il me semble. C'est la loi Hamon 2014 de mémoire. Et donc, effectivement, déjà, la plupart des médias existants, en fait, existaient déjà avant ça. Donc, il faut leur rendre cette justice-là. On a fait ce choix-là. En fait, pour nous, c'était assez évident. On s'était beaucoup posé la question de est-ce qu'on fait une asso ou une entreprise. On ne connaissait pas encore le statut d'économie sociale et solidaire à l'époque. On a finalement décidé de créer une entreprise parce qu'en fait, c'était ce qui était le plus adapté. Il fallait qu'on soit pris au sérieux par nos interlocuteurs. On voulait pouvoir en vivre en ayant une gouvernance parce qu'effectivement,
si on veut être salarié d'une association, c'est possible, mais dans ce cas-là, il faut une gouvernance qui soit autre. Enfin bon, c'était pas adapté à ce qu'on voulait faire. Donc on a décidé de faire une entreprise. Par contre, notre motivation première, c'était clairement d'avoir un impact positif sur la société. Sinon, on n'aurait pas du tout fait ça. Déjà, je pense qu'on n'aurait pas fait un média papier, on n'aurait pas fait un média gratuit. Enfin voilà. Donc on a vraiment cherché à avoir un impact positif sur la société en étant au moins à l'équilibre économiquement. Et du coup, en fait, le statut entreprise de l'économie sociale et solidaire, il est exactement fait pour ça. C'est-à-dire que une des conditions majeures, c'est qu'il faut rechercher une utilité sociale et il faut que cette utilité sociale soit au cœur de l'activité économique de l'entreprise, c'est-à-dire que la majorité des dépenses et des revenus découlent de cette recherche d'utilité sociale. C'était clairement notre cas, donc on s'est vraiment inscrit là-dedans. Et est-ce que c'est vraiment une question, est-ce que pour toi, tous les médias auraient cette vocation à être d'intérêt général, ou est-ce que c'est votre projet en particulier qui avait cette dimension-là ? Alors non, je pense que tous les médias n'ont pas pour vocation d'avoir ça. Tous les médias ont, enfin beaucoup de médias en tout cas, ont une utilité sociale forte. Mais je pense qu'il faut aussi différencier. En fait, nous, la particularité qu'on a, c'est que le lecteur est vraiment au centre du fonctionnement du journal. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est notre but. C'est-à-dire que nous, on veut pas du tout faire passer nos opinions. On veut même ne pas faire passer nos opinions. Et donc, on a tout fait dans le fonctionnement du journal pour ne pas faire ça. Or, il y a beaucoup de médias qui fonctionnent pas du tout comme ça. Il y a beaucoup de médias où il y a un actionnaire ou un directeur puissant qui dit, en fait, je vais défendre mes opinions et ça va être le but de mon journal. Ces médias-là ont un rôle dans la société qui est crucial. C'est le journalisme d'opinion. Mais c'est absolument pas le nôtre. Et je pense que la définition n'est pas la même. Alors tu disais que les lecteurs ont un rôle particulièrement important et d'autant plus que même certains sont devenus actionnaires. Combien sont-ils ces actionnaires, ces lecteurs actionnaires, et quelle part de capital est-ce qu'ils ont ? Alors effectivement, on a fait une première levée de fonds pour pouvoir se développer un peu plus. Ça remonte à il y a 1 an et du coup on a fait notre levée de fonds avec une plateforme de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle Lita.co, qui s'appelait Millet Impact avant, mais c'était un nom absolument imprononçable dans une autre langue que le français. Et effectivement, c'était assez naturel pour nous de nous tourner vers un fonds qui soit participatif et de l'économie sociale et solidaire. Donc on a ouvert notre capital en fait à qui voulait. On a choisi volontairement et malgré les conseils qu'on nous avait donnés de mettre un prix d'action très bas, c'est-à-dire que notre action était à 200 €. Le ticket minimum était à 200 €, ce qui est très bas, alors ce qui peut paraître élevé, mais ce qui est très bas dans le milieu des levées de fonds. Souvent, c'est plutôt entre 3 et 5 000 €. C'était une vraie volonté, c'est-à-dire qu'on voulait que n'importe quel lecteur, n'importe quelle personne qui s'attache au projet puisse devenir actionnaire. Et du coup, il y en a une 50aine qu'on franchit le pas. Donc aujourd'hui, on a une 50aine de lecteurs ou de business angels qui détiennent 12% du capital. Et alors, ils ont quel profil ? C'est des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux ? Alors ça, c'est un point qui est très intéressant. Malheureusement, il y a une grosse majorité d'hommes. Et c'est tout à fait conforme à ce qu'on voit dans le secteur de l'investissement. Les investisseurs sont en ultra majorité des hommes. Même jeunes, même chez les jeunes ? Même chez les jeunes, ça reste aujourd'hui très majoritairement des hommes. C'est dommage parce qu'en fait, surtout dans l'investissement participatif, en fait, c'est loin de demander des compétences faramineuses. Les plateformes type Lita.co, il y en a d'autres, mais font un travail assez important justement de décryptage de l'analyse financière. Donc aujourd'hui, on a majoritairement des hommes. Par contre, un peu de tous âges et de tous horizons, donc plein de villes différentes, y compris des personnes qui vivent à l'étranger. Et ça, pour le coup, nous, on trouve aussi que c'est une richesse. C'est-à-dire que c'est une richesse en fait de pas avoir 1 ou 2 gros actionnaires qui seraient des Xavier Niel, des Bolloré. Enfin, on les a pas contactés, mais on voulait pas ce genre d'actionnaires. On préférait avoir une multitude de petits, parce que c'est aussi une croyance très forte qu'on a dans le journal et qu'on a dans le projet. C'est la croyance en fait en l'intelligence humaine. C'est vraiment un pari qu'on a fait de se dire, en fait, quand on fait confiance à l'intelligence des gens, on est rarement déçu. Et on le fait dans le journal. Le but de notre journal, c'est d'inciter chaque citoyen à s'engager en accord avec ses convictions. C'est un pari, mine de rien, c'est un choix de société. C'est le choix qu'on a fait aussi dans notre entreprise, parce qu'on pense que quand on prend le temps, quand on fait l'effort en fait de demander l'avis à tout le monde, de débattre, de prendre en compte ses avis et de s'enrichir des différences des autres, c'est un effort à faire. C'est-à-dire que c'est pas simple. On dit toujours la différence, c'est génial. En fait, non, au quotidien, ça peut être de temps en temps compliqué. Ça crée du débat. C'est-à-dire qu'il faut s'astreindre à le faire, mais au final, on est convaincu que ça apporte une richesse énorme à la boîte. Et alors, vous sollicitez comment cette intelligence ? Alors, on le sollicite par différentes choses. Il y a l'Assemblée Générale, qui est un exercice très convenu. On a fait un comité stratégique qui se réunit tous les 2 mois, dans lequel on voit des actionnaires ou des représentants des actionnaires. On parle aussi beaucoup par mail et on essaye de plus en plus de développer. En fait, on a développé avec une autre petite start-up qui s'appelle Logora, un module de discussion en ligne, un module de débat en ligne qui permet en fait à chaque personne de poster. C'est un peu
un module de commentaires amélioré. C'est-à-dire que les commentaires sur les sites d'infos, en général, c'est, on va dire, c'est la lie de l'humanité. C'est souvent ce qu'on a vu sur beaucoup de sites d'infos. Nous, on a essayé de rendre ça intelligent par les règles du débat et par les règles de l'outil. Et aujourd'hui, on a, il faut encore qu'on commence à prendre l'habitude de l'utiliser, mais en tout cas, les premiers résultats qu'on a sont très encourageants. Donc ça, vous l'utilisez pour vos décisions internes. Tout à fait. Et typiquement, et en fait, souvent, y compris éditorial aussi, du coup. Y compris éditorial, y compris de choix stratégiques. Un choix, par exemple, qui peut surprendre. On travaille beaucoup avec Ouest France en ce moment. Je pense qu'on va en parler plus tard. Mais on se posait beaucoup de questions avant de travailler avec eux, de savoir si c'était judicieux, comment ça pourrait être perçu. Et en fait, on a fait le choix de poser cette question à nos actionnaires et à nos lecteurs. Ça peut paraître très surprenant. Je sais quand on en parle souvent à des personnes plus âgées ou des personnes qui sont habituées un peu au levée de fonds, aux partenariats stratégiques, etc. C'est quelque chose qui a beaucoup surpris. Les gens nous ont dit, mais vous demandez ça à vos lecteurs comme ça, et s'ils disent non, et du coup, nous on s'est dit, en fait, s'ils disent non, c'est qu'il faut pas y aller, ou c'est qu'en tout cas, il y a des choses à modifier avant d'y aller. Et nous, c'est vraiment, en fait, ça sert à rien qu'on fasse des super partenariats ou des choix stratégiques, etc. Si derrière nos lecteurs ne nous suivent pas, ne nous lisent plus et qu'ils estiment que ça remet en cause la crédibilité du projet. Et du coup, c'est une question qu'on a posée, c'est-à-dire qu'on a fait un débat sur le site qu'on a publié comme les autres. On a dit pour ou contre travailler avec Ouest France. Et en fait, les lecteurs se sont exprimés, les actionnaires se sont exprimés. Et vous deux, d'ailleurs, les deux cofondateurs, vous avez donné des avis pour, enfin des arguments pour et des arguments contre. Exactement. En expliquant aussi le fond de notre pensée, à quel point ce qu'on avait vu, ce qu'on avait constaté, qu'on penchait plutôt pour le pour. C'est ce qu'on a dit. On a dit, voilà, on veut pas, c'est plutôt pour le pour. On a beaucoup d'arguments pour, on a plutôt des questionnements pour le contre. On vous expose ça, on est transparent avec vous. Maintenant, amenez-nous, participez à la discussion, etc. Et c'est quelque chose, en fait, de très enrichissant et qui permet de prendre après des décisions de manière complètement sereine. Quand vous avez discuté de quelque chose avec vos lecteurs, que vous savez qu'ils vous soutiennent dans ces décisions, qui sont d'accord, en fait, vous n'avez pas d'effet de surprise. Ils n'ont pas le sentiment d'être trahis. Et c'est que ça donne quelque chose de très puissant. C'est quelque chose qui a été décidé collectivement. Ça a beaucoup plus de force que quelque chose décidé sur un coin de table. Alors, avant d'approfondir un petit peu ce partenariat avec Ouest France, un dernier mot sur votre modèle. Parce qu'effectivement, économie sociale et solidaire, ça n'empêche pas du tout d'avoir des revenus, bien au contraire, de pouvoir effectivement faire grandir l'équipe. Aujourd'hui, la publicité, si je comprends bien, c'est votre source de revenus essentielle. Alors, on a deux sources de revenus. La première, effectivement, qui est majoritaire, c'est la publicité sur la version papier. Pour des annonceurs qui sont contents d'aller toucher des jeunes. Pour des annonceurs qui sont non seulement contents de toucher des jeunes, et surtout de les toucher pas dans n'importe quel cadre. C'est-à-dire, et ça, c'est un point qui est très important. Pareil, une petite anecdote, mais on a rencontré la personne qui gérait le compte Snapchat du Sénat. Et qui nous dit, mais en fait, le Sénat, on n'arrive pas trop à parler aux jeunes, les jeunes ne connaissent pas trop le Sénat, etc. Donc, on a fait un compte Snapchat parce que les jeunes sont sur Snapchat. Et j'ai demandé, est-ce que ça fonctionne? Elle dit, pas beaucoup. Et en fait, c'est normal. Quand vous avez un message qui demande de la réflexion, qui demande potentiellement du débat, des choses comme ça, en fait, les réseaux sociaux ne sont pas adaptés. Les réseaux sociaux ne sont pas un lieu où on débat. Enfin, sauf si vous voulez faire de la polémique. Sur Twitter, ça marche très bien. Mais le débat de fond, l'explication, le temps long, le réseau social, on a surtout sur Snapchat, il y a 3 secondes d'attention. Si vous voulez faire passer un message complexe, ce n'est pas le support adapté. Et donc, nous, ce qu'on propose, en fait, c'est un support qui est propice au temps un peu plus long, à la réflexion, et aussi un cadre qui soit sur lequel il n'y a pas de notification, sur lequel on n'est pas en train de swiper tout le temps, etc. Et ça, en fait, ça a de la valeur. Et il y a beaucoup, effectivement, d'acteurs qui se sont cassés les dents, en fait, sur pas mal de stratégies et qui sont contents de trouver dans le Dranche, en fait, un support qui soit adapté au message qu'ils veulent faire passer. Et la deuxième source de revenus? Et la deuxième source de revenus, qui est très importante, enfin, qui est pas encore très importante en volume, mais qui est très importante à nos yeux, parce qu'on voudrait qu'elle se développe, c'est les abonnements et les soutiens. C'est-à-dire qu'effectivement, la version papier, elle est gratuite pour les étudiants. On peut s'abonner de manière payante pour la recevoir chez soi par la poste. Et ça, effectivement, ça représente aujourd'hui à peu près 10% de nos revenus. Et c'est une part qu'on aimerait faire grandir et sur laquelle on est en train de modifier pas mal de choses, que ce soit au niveau technique ou dans le package de l'abonnement, parce qu'on voudrait que ce soit vraiment quelque chose de plus qu'un abonnement, le fait de vraiment déjà pouvoir soutenir le Dranche, et puis de faire partie d'une communauté de lecteurs encore plus enrichie. Depuis juin, tu viens de nous le dire, vous travaillez avec Ouest France. Alors on a, tu vas nous en parler un petit peu plus, mais d'abord on a été interviewé Olivier Porte, que tu connais bien puisque c'est le directeur marketing et commercial de Ouest France, qui est votre parrain au Dranche au sein d'Offset. Offset, c'est l'accélérateur d'Ouest France. Tout à fait. Donc Olivier Porte nous dit un petit peu qu'est-ce que ça apporte à Ouest France de travailler avec le Dranche. On a créé maintenant il y a 2 ans un accélérateur qui s'appelle Offset, et dans le cadre de cet accélérateur, on a des jeunes pousses qui se présentent et on en sélectionne entre 5 et 10 par an. Et au mois de mai,
le Dranche nous a fait le bonheur de se présenter et ils ont été sélectionnés et j'ai eu la chance de devenir leur parrain, donc leur référent chez Ouest France, pour pouvoir les accompagner dans leur développement. L'idée, c'était quoi? C'était d'être utile pour le Dranche et effectivement aussi pour Ouest France, d'aller découvrir des nouveaux horizons. Donc avec le Dranche, on a découvert d'abord un magazine gratuit, c'était le principe, mais c'est aussi aller adresser une population qui aujourd'hui est faiblement en adhérence avec Ouest France, c'est-à-dire les 18-25 ans, qui sont souvent au début soit de leur carrière professionnelle, soit de leur vie étudiante. Et on avait l'envie de pouvoir proposer aux étudiants de l'Ouest, c'est-à-dire des 12 départements, une nouvelle proposition, un nouveau contrat de lecture qui nous paraissait très pertinent parce que il est dans les valeurs et le contrat de lecture de Ouest France, à savoir poser des enjeux et essayer de faire répondre à cet enjeu des experts pour et contre, d'être assez factuel et de pouvoir éclairer la vie des étudiants. Donc pour Ouest France, l'idée c'est quoi? C'est d'aller se faire un peu remuer, se faire bouger par des candidats qui sont souvent issus du monde des startups. Et là, le Dranche, ça nous passionnait parce que c'était une start-up, mais une start-up en plus qui renouvelait le papier. Et le papier, c'est un produit qui aujourd'hui est finalement très très nomade, puisque le leurre est gratuit, il est partageable, il est volable, il est déchirable. Et donc, on trouvait intéressant d'aller appréhender avec un nouveau contrat de lecture sur une cible nouvelle, le concept du papier. Et comme ça a bien fonctionné, on leur a aussi proposé de les accompagner sur le digital. Alors, on l'a compris, c'était au téléphone qu'on a interviewé Olivier Porte, puisqu'il est à Rennes, et qu'on remercie d'ailleurs de nous avoir répondu de manière très rapide. Il nous a donné le point de vue du mastodonte. Quel est maintenant, pour toi, le point de vue de la start-up? Qu'est-ce que c'est, au bout de 4 ans d'existence, de rentrer dans un accélérateur comme celui de Ouest France? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors, ça nous a apporté énormément. J'aime beaucoup quand Olivier dit qu'il a la chance d'être devenu notre parrain. Je crois qu'on a surtout eu beaucoup de chance de l'avoir comme parrain, parce que effectivement, nous, on apporte une touche de nouveauté, on apporte notre concept, on apporte nos valeurs et on apporte un regard différent. Mais Ouest France nous a apporté énormément. Il y a effectivement, Ouest France, c'est quand même une institution qui a 75 ans maintenant, qui est vraiment une référence dans toute la région Ouest. On a été vraiment impressionnés de découvrir aussi à quel point c'était, dans la région Ouest, c'est l'institution. Ouest France, c'est Ouest de France, d'ailleurs, puisqu'ils disent Ouest de France dans l'Ouest. C'est vraiment l'institution. Et donc, du coup, en fait, nous, ils nous apportent... déjà, je pense qu'ils nous ont apporté beaucoup de crédibilité. C'est-à-dire que le fait qu'ils commencent à travailler avec nous, beaucoup de personnes, que ce soit des annonceurs, des médias, des lecteurs, nous ont regardé aussi un peu différemment, en se disant, tiens, en fait, c'est plus juste un projet, c'est plus juste un petit journal. Si Ouest France travaille avec eux, c'est que c'est qualitatif, c'est que c'est, etc. Et donc ça, on remercie beaucoup Ouest France, parce qu'il y a vraiment un côté... ils posent leur tampon quelque part, c'est un peu Ouest France approved, et derrière, ça renvoie une image qui est très positive pour nous. Ça, c'est le premier point. Il nous amène aussi, en fait, je disais qu'on tirait à 140 000 exemplaires. En fait, il y a des nuances derrière ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on tire à 100 000 exemplaires sur les régions parisiennes et le nord de la France. Et c'est Ouest France, en fait, qui imprime et distribue sur son réseau de distribution, donc dans 12 départements dans l'ouest de la France, 40 000 exemplaires supplémentaires du Dranche, donc dans une édition conjointe avec le double logo, le Dranche et Ouest France. Et donc, c'est pas la même édition, hein? Enfin, c'est le même contenu, mais vous avez un petit package. C'est le Dranche. Il y a la marque de Ouest France sur tous les exemplaires qui sont distribués dans l'ouest de la France. Exactement. Et c'est effectivement, il y a le double logo, et par contre, c'est le contenu de le Dranche dedans. Et en fait, on a trouvé un nouveau modèle économique à ce partenariat qui est assez innovant, dans lequel, en fait, on se répartit les pages de publicité dans la version papier. Eux en gardent et en vendent la moitié pour eux, et nous, on en garde et on en vend la moitié pour nous. Et donc, du coup, c'est quelque chose de très intéressant parce que eux trouvent en fait un contenu spécifique aux jeunes qu'ils n'avaient pas jusque-là. Et mine de rien, c'est pas si simple que ça à faire pour un journal, surtout un journal qui existe depuis longtemps, d'avoir un contenu en fait qui soit spécifiquement adressé aux jeunes. Et nous, on trouve une marque, des habitudes, un réseau de distribution qu'on aurait mis des années à développer tout seul. Oui, effectivement, dans un autre moment de la discussion, Olivier Porte m'a bien précisé que la régie publicitaire, enfin que pour eux l'intérêt, c'était aussi que la régie publicitaire s'intéresse aux Dranches en fait et dit nous, peut-être qu'on a envie d'aller mettre des publicités ici
à destination effectivement d'un public un peu différent. Est-ce que, au contraire de travailler comme ça avec Ouest France, est-ce que ça vous bloque pas d'autres partenariats avec d'autres, je sais pas, groupes de presse? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit côté enfermant? Alors, ça faisait partie des questions qu'on s'est beaucoup posées, et notamment qu'on a posées à nos lecteurs dans les doutes qu'on avait. La suite nous le dira, mais de fait, aujourd'hui, Ouest France a été plutôt moteur pour nous pousser, en fait, et même nous ouvrir des portes pour d'autres partenariats de ce type. C'est ça qui est assez intéressant. Nous, on a découvert aussi que la presse quotidienne régionale, la PQR, travaillait en fait très bien entre eux. Qui se considéraient souvent très peu comme concurrents et qui se connaissaient très bien entre eux. Ils sont pas sur les mêmes zones. Voilà, ils sont pas sur les mêmes zones, alors que pourtant dans le numérique, effectivement, ils pourraient être. En tout cas, il y a des très bonnes relations. Et donc Ouest France et notamment Olivier Porte, en fait, nous a même mis en contact avec pas mal en fait de ses homologues dans d'autres titres de la presse quotidienne régionale, en nous disant, bah voilà, nous voilà ce qu'on fait avec le Dranche. Je vous le recommande et voir si vous pouvez faire la même chose de votre côté. Donc pour l'instant, ça a plutôt été un accélérateur qu'un frein. Ça, c'est quand même un point assez important à préciser. Et après, le deuxième point, c'est que Ouest France, effectivement, c'est un titre, on l'entendait un peu dans l'interview, mais qui est très peu marqué déjà politiquement, qui a un vrai projet éditorial d'essayer de montrer en fait les diverses facettes d'une opinion et d'aider les lecteurs à se forger la leur, ce qui est loin d'être le cas de tous les médias, on le disait tout à l'heure. Et en plus, Ouest France est détenu par une association Loi 1901, ça c'est quelque chose qui n'est pas très souvent connu, mais c'est une association Loi 1901 qui détient les parts de la société, le groupe SIPA Ouest France. Et ça donne, mine de rien, une coloration d'indépendance au groupe en fait qui est très forte, et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'en fait c'est pas clivant, c'est pas bloquant, c'est un média qui a une bonne image de marque, et du coup je pense aussi on n'aurait pas accepté de faire ça avec n'importe quel média. Alors Olivier Porte le disait, il y a donc effectivement au centre du projet que vous avez en commun, c'est le journal papier, mais il y a aussi une partie digitale. Quelles sont aujourd'hui vos ambitions sur le numérique, sachant que tu nous disais en début de discussion que vous aviez commencé par le web pour vous rendre compte que c'était peut-être pas le bon canal. Alors aujourd'hui, vous en êtes où là-dessus? Alors c'est un bon canal parce que ça répond quand même à une demande qui est, c'est ce que je disais, les personnes qui se posent des questions, qui cherchent un sujet précis, vont sur le site internet. Donc ça répond effectivement à la demande de ces gens-là. Et le deuxième point très important, c'est que le site web est entièrement gratuit. Donc c'est ça, même sur l'historique, en fait, c'est à terme, on est aussi en train de devenir, on est en train de devenir une sorte de Wikipédia des argumentaires. C'est vraiment, aujourd'hui, on a traité un peu plus de 300 sujets de débat. À terme, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que d'ici 3, 4, 5 ans, on se dise, en fait, s'il y a un sujet de débat de société, d'autant plus un sujet un peu atemporel ou un sujet récurrent, c'est que de plus en plus de personnes aient le réflexe de se dire, je sais que j'ai un moyen gratuit d'aller trouver en fait des gens légitimes, compétents, qui défendent en fait un argumentaire sur ce sujet et qui vont m'aider dans la construction de mon opinion. Donc le site web est gratuit. Jusque-là, en fait, ça a été très longtemps qu'une vitrine. Le site web était une vitrine, donc on publiait beaucoup d'articles sur Internet, presque quasiment un par jour. Mais c'était qu'une vitrine, il y avait même pas de publicité. Je dis il y avait parce que ça fait quelques jours qu'on teste un peu la publicité justement avec Ouest France. Aussi parce qu'on a vu une audience grandissante, que du coup on a des coûts de serveur aussi qui augmentent et qu'on se pose aussi la question de se dire en fait est-ce qu'on pourrait pas tirer un tout petit peu de revenus aussi de ce site internet. Pour ceux qui ont vu et qui connaissaient le site avant où il n'y avait pas de publicité ou qui vont le voir maintenant, c'est une publicité qui est pas du tout intrusive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de pop-up, de trucs qui flashent, de vidéos qui se lancent toutes seules, etc. Parce que nous déjà ça nous aurait pile. Donc on essaie de faire ça de manière petit à petit, toujours en lien avec nos lecteurs, de manière très respectueuse, sachant aussi que du coup tous les moyens qu'on a en plus, c'est des moyens de produire du contenu supplémentaire, des déclinaisons supplémentaires. On a entendu le podcast, ça répond aussi à une demande de nos lecteurs qui voulaient approfondir en fait certains sujets de débat. Et en fait c'est de toute façon la majorité de l'argent, elle sera toujours attribuée à notre recherche d'impact social. Donc voilà, ça nous donne les moyens d'aider un maximum de monde à se faire leur opinion, à s'engager, à aller plus loin. Alors une toute dernière question, on l'a dit une ou deux fois, tu es ingénieur à la base, moi j'ai un profil journalistique plus classique. En 5 ans dans la presse, quelle est ta vision aujourd'hui du monde de l'info ? C'est une grande question et d'ailleurs je crois qu'il y a une grande table ronde avec une grande consultation qui s'ouvre autour du lien entre médias et citoyens. J'ai de leçons à apporter à personne, mais j'ai un regard un peu extérieur et j'ai été surpris en découvrant le monde de la presse de temps en temps du faible lien qu'il pouvait y avoir entre les médias et leurs lecteurs. C'est-à-dire qu'effectivement
le lecteur déjà a très peu de part de décision dans les médias, que ce soit dans la partie éditoriale ou dans la partie actionnariale. Et souvent, en fait, se pose beaucoup de questions. Je pense qu'une grosse partie du manque de confiance aujourd'hui entre médias et citoyens vient en fait du manque d'information et du manque d'accès à l'information. Il y a des démarches intéressantes qui se sont faites, notamment en Angleterre, aux États-Unis, dans certains médias qui se sont remis en cause récemment de manière un peu plus violente que ce qu'on a encore pu faire en France. Et en fait, c'est très intéressant de voir ce qui commence à émerger, c'est-à-dire de présenter plus les journalistes qui écrivent, d'être honnête et transparent aussi sur son passé, ses opinions. Qu'un journaliste qui a été militant avant pour Greenpeace n'aura pas le même point de vue sur le nucléaire, par exemple, qu'un journaliste qui avant était ingénieur chez EDF. Et je pense que c'est important en fait de le dire, d'être honnête et transparent, de dire avant j'ai fait ça, voilà ce que j'en pense, et d'avoir du recul sur ses propres opinions, peut-être d'ouvrir aussi les salles les conférences de rédaction, d'expliquer pourquoi est-ce qu'on choisit tel ou tel sujet, etc. Et en fait, aujourd'hui, il y avait beaucoup dans des médias, cette partie-là était réduite vraiment au minimum. C'est-à-dire qu'on savait pas forcément pourquoi les sujets étaient là, comment ils avaient été choisis, qui étaient les journalistes. Il y a des journaux dans lesquels il y avait que les initiales. Et en fait, c'est dommage de pas avoir accès à ça parce que l'immense majorité des journalistes font en fait un travail d'excellente qualité. Et en montrant peut-être comment ils le font, je pense que ça créerait beaucoup plus de liens. Un deuxième point aussi qui est important, on parlait de la place du lecteur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sites de médias qui ferment leur section commentaires parce que jusque-là, effectivement, c'était un peu beaucoup de déversement de haine, des choses pas forcément productives, etc. Et en fait, c'est intéressant de se dire que c'était peut-être un des derniers liens directs que les médias avaient avec leurs lecteurs et qu'aujourd'hui, il est fermé. Et je pense que c'est aussi par manque de... On a publié cette section commentaires sur les sites en attendant rien. C'est-à-dire que ça faisait un peu de contenu, ça aidait vaguement pour le référencement Google, etc. Mais finalement, en fait, ils n'étaient pas lus, ni par les journalistes, ni par la rédaction. Ils étaient lus quand on était obligé de le faire pour des questions de modération. Mais en fait, c'est très fortement dommage parce que, du coup, les quelques personnes qui participaient de manière intéressante, soit pour ajouter un argument, soit pour signaler une erreur, etc., étaient non seulement noyées dans la masse, voyaient que ça n'avait aucun effet sur l'article, et du coup, en fait, très rapidement, s'arrêtaient de participer, ne restait que les trolls. Et ça, je pense que c'est très intéressant. Il y a quelques sites en France, je pense à Numérama, mais il y en a d'autres aussi, qui ont commencé en fait à se dire qu'est-ce qu'on peut tirer des commentaires et qui ont par exemple commencé à séparer le côté signalez-nous une erreur d'un commentaire, à changer le nom commentaire. Nous, par exemple, sur le Dranche, ça s'appelle pas des commentaires, ça s'appelle rajouter un argument. Et en fait, la notion de ce qu'on demande aux gens, c'est-à-dire que si on demande aux gens de commenter et que nous on n'en entend rien, en fait on sait qu'il en sortira rien. Donc c'est pas une surprise si on a des commentaires qui sont pas intelligents. Par contre, si on leur dit signalez-nous une erreur et qu'en fait le journaliste il va le lire et qu'il va mettre à jour son article, et en fait tous les gens qui vont lire ça vont savoir que ça va avoir de l'impact et en fait ça va cultiver une forme d'intelligence dans les commentaires en ligne. Et ça, je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui. On a de plus en plus un savoir qui est disséminé, c'est-à-dire qu'on n'a plus comme au 19e siècle en fait des détenteurs de savoir et puis des gens ignorants qui sont la masse du peuple. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens, quand on écrit un article sur un sujet, en fait il y a une partie des lecteurs qui en savent plus que la personne qui a écrit l'article. Et je pense que c'est très important en fait de réussir à gratifier ces personnes-là et puis à en tirer en fait ce qu'ils en ont à dire, parce que c'est des gens qui ont des choses à apporter et je pense qu'on a tous à y gagner, l'article, les médias, les journalistes, les lecteurs, si en fait on arrive à valoriser ces choses-là et à les rendre intéressantes. Merci beaucoup Florent Guignard, c'est super intéressant. En une seconde, où est-ce qu'il faut suivre le Dranche ? Alors vous pouvez nous suivre partout où c'est gratuit, c'est-à-dire sur notre site internet ledranche.fr, sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, via notre newsletter qui elle aussi est gratuite, qui est hebdomadaire, ou alors en version payante si vous voulez nous soutenir pour recevoir la version papier chez vous tous les mois, et on s'abonne directement sur le site ledranche.fr. Ou aller trouver un journal papier dans une fac. Exactement. Et j'ajouterai en dernier lieu, pour ceux qui sont plus intéressés par l'actualité internationale, on a même lancé il y a 6 mois maintenant un site en anglais, donc exactement le même concept en anglais, qui s'appelle The Rift. C'est la même construction, c'est le début du mot right et la fin du mot left, et qui parle là uniquement de sujets européens et géopolitique internationale, toujours sous l'angle du débat. C'est vrai, on avait oublié de le dire. Merci beaucoup Florent Guignard. Merci. Salut Élise. Salut. Rendez-vous la semaine prochaine. Aparté est un podcast produit par Jinkyo. Il est animé par Élise Colette et Jean-Baptiste Diebold. Notre expert du son et de la réalisation, c'est Raphaël Belon. La communication et les réseaux sociaux d'Aparté sont animés par Laurie Lejeune. Le design graphique a été imaginé par Benjamin Leble et la musique composée par Boris Leble. Vous pouvez retrouver Aparté sur Instagram, en 2 mots, comme en latin, A, plus loin, Parté. Plus loin, podcast. Comme en anglais. Non, comme en latin. Bon, bref, c'est un balado francophone, Aparté podcast. Posez-nous vos questions, suggérez-nous de nouveaux invités, envoyez-nous des étoiles et des commentaires. Et si vous n'aimez pas Instagram, vous pouvez aussi nous contacter sur Twitter. Elisco, ELIZCO. XJBDX. Merci pour votre fidélité.